Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est une agente ou un agent immobilier, comme on préfère, en principauté, mariée. Elle a 2 enfants, mais surtout, elle s'est engagée depuis 2007 au conseil communal. Elle est notamment en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable. C'est tout un programme. Bonjour, Marjorie Crovetto. Bonjour Geneviève. Alors, quand on fait la liste, quand on est en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable au sein du Conseil national, ça représente quoi à peu près ? Si je disais les dossiers que les gens pourraient imaginer, il y a quoi ? Les marchés ? Alors par exemple. En fait, je suis en charge donc, du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable. Mais j'ai aussi pour délégation donc, le domaine communal, commerce, halles et marchés. Et aussi la communication. Donc en fait, on va dire que le cadre de vie, l'environnement et le développement durable, c'est un peu comme un pôle. Et après, on a des délégations dont dépendent des services de la mairie. Donc, c'est ça, parce qu'on se pose toujours la question, comment ça marche quand on est élu ? On a un bureau et on va travailler à la mairie, on passe du temps à la mairie. Comment ça se passe exactement ? Alors, effectivement, j'ai un grand regret, c'est qu'on n'a pas de bureau. Donc, nous, les élus... Tu vois, donc, du je me disais que j'allais taper sur un truc déjà. Et moi, je voudrais vraiment qu'on ait un bureau, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de bureau. Alors, par contre, on y passe le temps qu'on veut bien y passer. Donc, moi, effectivement, j'y passe beaucoup de temps. Parce que là, avec tous ces dossiers, ça fait beaucoup. Quand même. Puis j'aime aussi ce que je fais, j'adore. Donc, je le fais volontiers. Donc, quand je vais dans mes services, donc, notamment au domaine communal, j'y vais alors minimum 1 fois par semaine pour signer tous les documents, évoquer les dossiers. Parce qu'on prépare justement les dossiers qui seront présentés plus tard au conseil communal. Donc, on étudie vraiment avec notre service. Il y a un vrai échange. Donc, pour connaître le dossier, pour discuter de la décision qui sera vraiment arrêtée par le service et par le délégué. C'est cette décision-là qu'on présentera en conseil. D'accord. Donc là, c'est un vrai échange. Et pareil pour donc la communication, mon autre délégation. Donc, je procède un peu pareil. 1 fois par semaine, je vais dans mon service. On discute un peu du planning de la semaine. Des enjeux, des nécessités. Et l'environnement, pareil. Et après, bien sûr, il se rajoute aussi toutes les réunions, parce qu'au-delà de ce qu'on fait dans nos services, il y a aussi tout ce qui se passe en mairie. Donc, il y a beaucoup de réunions sur des sujets, comme tu peux l'imaginer, divers et variés, parce que la mairie, ça touche forcément la mairie, c'est vraiment le quotidien des gens. Exactement. C'est ça que j'adore. J'allais te dire, c'est ça qui t'a inspiré. Alors, à la base, honnêtement, je suis pas née en me disant « Tiens, je vais faire de la politique ». Pas du tout. Et ce qui m'a d'abord séduite, c'est un peu par rapport à mon désir professionnel quand j'étais jeune, parce que j'étais intéressée vraiment par les métiers de la police. Donc j'ai fait des études pour être commissaire. Les métiers de la police. Ben oui. Tiens donc. Je sais pas pourquoi en fait. Donc tu voulais être commissaire de police, quoi. Commissaire de police, voilà, c'est ce qui m'intéressait. Éventuellement même directeur de prison. J'avais fait mon mémoire à l'époque sur la prison de Monaco. Qui est quand même pas banale, hein, la prison de Monaco. Même si elle fonctionne comme une prison tout à fait classique. Mais... Exactement, et ça il faut le dire, parce que souvent à l'époque on nous disait oui, c'est une prison Club Med. Moi, je peux vous dire que pour y avoir passé 1 an dans le cadre de mon mémoire, ça m'a vraiment quand même pas donné envie d'y aller. Hein. Ah bah non, ça, non, c'est ça que les gens disent, c'est une prison qui a vue sur la mer. Enfin bon, vue sur la mer, pas... non, c'est sûr, vous la voyez du fin fond de la cellule. Voilà, juste, si tu peux me dire, mais c'est par curiosité, hein, on dit toujours qu'il n'y a pas de longue peine dans cette prison. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il y a des détenus qui restent longtemps ou pas ? Alors bon, je suis pas là. On n'est pas non plus, de mes années de ce que tu as vécu, qui sont très lointaines. Donc à l'époque, en fait, il y a que les monégasques, je pense, qui effectuent les longues peines en prison à Monaco. Et les autres, en fait, je pense que c'est le temps de l'instruction et après, quand ils ont une longue peine, je pense qu'ils partent la faire. Dans leur pays, à mon avis, d'origine. Donc, pour faire un mémoire sur la prison, etc., j'imagine que tu as fait du droit, alors ? Oui, alors, en fait, dans ma famille, on est tous juristes. Tous ? Donc, du coup, on m'a encouragée, déjà, quand j'avais 18 ans, à faire comme tout le monde de ma famille, quasiment. Donc, j'ai fait une maîtrise de droit privé. Et après, j'ai fait un DESS, puisqu'à l'époque, c'était un DESS, donc de droit public, qui s'appelait Police, sécurité et droits fondamentaux de la personne. D'accord. Tout un programme. Tout un programme. Et alors, tu bifurques à quel moment ? Parce que finalement, tu rentres dans la police ou pas ? Alors non,
parce que donc à Monaco, on est très chanceux, je dois le dire, puisqu'à peine j'avais eu mon diplôme de DESS en poche, qu'on m'a contacté en fait. Donc à l'époque, c'était Monsieur Didier Gamard-Dinger qui était directeur général du département de l'Intérieur et qui m'a reçue. Et justement, il cherchait quelqu'un pour remplacer donc Virginie Cotta à l'époque, qui devait partir en congé maternité. Et il cherchait quelqu'un pour la remplacer le temps de son congé maternité. Donc j'ai intégré le département de l'Intérieur en tant qu'administrateur à l'époque. Donc je pense que ça devait être en 97, je pense. Donc quand j'avais... et ça te donne envie de... Là aussi, ça te donne déjà envie de changer d'orientation ou tu es toujours... Alors, je suis arrivée, je dirais, sans savoir vraiment ce qui m'attendait, franchement. C'est ça. Donc, à l'époque, je m'occupais des associations et des fondations. Donc, je ne peux pas dire que j'ai adoré la tâche. Par contre, ça m'a beaucoup servi. Ça me sert encore aujourd'hui pour avoir une bonne connaissance de l'administration à Monaco. Donc ça, c'est sûr. Voilà, je pense que cette expérience-là, elle m'a beaucoup servi. Et après, je suis partie aussi à l'Éducation nationale, puisque Madame Lambin, à l'époque, était venue me trouver en me proposant aussi un poste. Donc je suis allée à l'Éducation nationale pendant quelques années. Voilà, je me suis occupée des bourses d'études. Et oui, il faut. Et ça, c'est très important aussi. Mais déjà, on est proche du terrain, parce que les bourses d'études, on se rapproche de... C'est un contact direct avec la population. C'est ça. Donc ça, c'est sûr. C'est sûr que ça commence à devenir... On commence à se rapprocher de l'idée. Parce que finalement, c'est presque un leitmotiv dans ton orientation, quoi que tu fais, parce que quand on sait qu'aujourd'hui tu es agent immobilier, on est très très proche du client aussi quand on est agent immobilier. Ah, c'est une obligation. Alors il vaut même mieux. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est vraiment important. Surtout qu'à Monaco, l'immobilier, je dirais, ça fonctionne vraiment avec la confiance. Et moi, je m'occupe principalement dans mon agence de tout ce qui est les gestions locatives. Donc forcément, il y a vraiment une relation très proche qui est entre moi et les propriétaires, moi et les locataires. Donc effectivement, c'est... une relation quotidienne. Quand on dit qu'on fait de la gestion locative, on est l'intermédiaire entre le propriétaire et le loueur, c'est ça ? Exactement. Et le locataire, donc c'est-à-dire qu'on gère pour le propriétaire donc un appartement dans lequel il y a un locataire. D'accord. Et donc voilà, donc les problèmes du locataire, les demandes du locataire, on les transmet au propriétaire. Et on fait vraiment l'intermédiaire donc en essayant de protéger ou de respecter les intérêts de chacun. Oui, bien sûr. Hein. Dis donc, ça fait beaucoup. En fait, quand on t'écoute là immédiatement, on s'imagine que ça fait beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements personnels en fait. On peut déléguer, parce que là, tu peux rien déléguer. En mairie, tu peux rien déléguer. En mairie, je peux rien déléguer, mais par contre, je peux compter sur une équipe. Au conseil, on est quand même 15. Et donc ça, je sais vraiment pouvoir compter sur mon équipe. Même si j'ai une question à poser, je connais la disponibilité de chaque conseiller, du maire et même des administratifs. C'est ton deuxième mandat, toi, ou ton premier ? Non, là, c'est mon 5e mandat. 5e ? Ah tu vois, j'aurais fait des choses plus... Le temps passe, J'aurais fait des choses plus... Là, ça fait 17 ans donc, que je suis en mairie. Là, il faut être passionné. 17 ans... C'est ça, c'est le cas. J'avais 31 ans, mes enfants étaient tout petits. Donc ils ont aussi grandi avec la mairie dans le cœur et dans la tête, un peu contraints et forcés. Mais Justement, comment ils ont vécu ça, tes enfants ? Parce que non seulement tu es en mairie, mais en plus tu es assez exposé. C'est-à-dire que tu as des portefeuilles où on te voit, parce que les actions sont visibles. Comment ils vivent tout ça ? Alors, je pense que... Comme ils ont connu ça assez petit, donc mon fils à l'époque il avait 1 an et demi, ma fille peut-être 4 ans, donc 4-5 ans, donc ils ont grandi vraiment comme ça, avec cette façon de vivre. Et donc je pense qu'ils ne se sont pas trop posés de questions petits. Et après, en grandissant, mais forcément, des fois, c'est un peu... ils prennent un peu plus conscience, même un peu avant, parce que souvent le soir, fatalité, ils étaient... donc maman n'était pas là pour faire à manger. Donc je pense que ça a été des fois un peu aussi pas facile pour eux d'avoir une maman souvent pas à la maison. Voilà. Bon, j'ai essayé quand même, parce que ma priorité, ça reste aussi forcément mes enfants, donc j'ai essayé d'être le plus présente possible pour eux. Et après, en grandissant, je leur ai clairement posé la question. Est-ce que, donc avec l'adolescence, les devoirs aussi, qui prennent beaucoup de temps dans une vie de famille, de femme, donc je leur ai vraiment posé la question. Est-ce que vous voulez est-ce que ça vous dérange pas que maman continue ? Moi, ça me plaît beaucoup, j'aimerais continuer, mais je veux le faire avec votre accord.
Et tous les deux, ils m'ont bien sûr dit, maman, vas-y. Et je pense qu'aujourd'hui, pareil, je pense qu'ils sont... Pour eux, c'est honnêtement, je pense que c'est une fierté. Ils sont fiers, ils ont l'impression que je fais quelque chose d'important. Et oui. voilà, je pense qu'ils m'encouragent. Ils m'encouragent à continuer, en tout cas. Tu vois, j'étais en train de me dire, c'est le moment peut-être de voir avec Marjorie comment elle considère la place de la femme dans tout ça, parce que cette question-là que je te pose, peut-être que je te l'aurais pas posée si tu avais été un homme, tu vois. D'accord. Ah ouais. Non, mais je comprends. Alors, je pense que j'ai eu la chance de ne pas avoir l'impression de devoir mener vraiment un combat en tant que femme pour m'imposer. Parce que déjà, je viens d'une famille où... Alors, ma maman était femme au foyer, mais par contre, c'est une femme de caractère. Une femme de tête. J'ai connu, malgré le fait qu'elle était femme au foyer. En tout cas, elle avait vraiment une énorme place au sein de notre famille. Bon, elle a toujours d'ailleurs, hein, c'est le patron, comme on dit. C'est le patron. Donc, j'ai pas senti ce poids vraiment sur mes épaules. Mais je pense qu'aujourd'hui, par contre, je me rends compte quand même que... Effectivement, je représente peut-être justement une femme qui a réussi, enfin qui a en tout cas fait tout pour réussir une vie professionnelle, une vie familiale et une vie donc en tant qu'élue. Après, je dirais que j'ai trouvé que c'était pas facile. Par contre, si je dois, pas facile, non, c'est pas facile. Parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une affaire aussi familiale, c'est-à-dire qu'il faut qu'au sein de la famille, on comprenne cet investissement, notamment. Oui, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi l'homme qui t'accompagne. Exactement, voilà. ça c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, non. Ouais, bien D'ailleurs, donc j'ai divorcé une première fois et je pense que ça faisait partie un peu du fait que j'avais peut-être pas trouvé un pas assez de disponibilité. Voilà, peut-être pas un bon équilibre. C'est compliqué aussi des fois, justement, un peu à l'ancienne. C'était compliqué pour mon mari des fois d'être le mari d'eux, je pense, un peu. Donc, bien sûr. Et puis voilà, beaucoup de temps aussi. Ouais. Donc il faut. J'ai pas voulu faire de choix, en tout cas. J'ai pas voulu me consacrer moins à ma vie professionnelle ou moins à ma vie. T'as pas voulu donner une priorité. Non. Même à mes amis non plus. j'ai voulu donner une juste part à chaque chose, avec bien sûr une priorité pour mes enfants. Mais voilà, donc j'ai tout vécu. Je vis toujours tout au maximum et c'est bien. À fond. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tu n'as jamais eu la sensation de devoir mener un combat. Ça veut dire que tu n'as jamais eu l'impression d'être entravée, quoi. Non. Le fait que tu sois une femme n'a pas représenté un handicap. C'est ça que tu dis? Non, je dirais franchement non. Ni dans ma vie en tant qu'agent immobilier ou agente immobilière. Donc, je sais pas si... Je sais pas si ça se dit. Moi, ça m'a traversé l'esprit. J'ai dit, je vais essayer. Si tu veux, ça me va très bien. Voilà. Donc, non, parce que dans l'immobilier à Monaco, il y a pas mal de femmes, franchement. Et je pense de plus en plus, d'ailleurs. Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est un métier qui est en train de se féminiser, peut-être, à mon avis. Donc, j'ai pas eu de soucis. Alors, pour la petite histoire, je travaille aussi avec mon ex-mari. Ça voilà. aussi, c'est un modèle, ça. Voilà, ça, je pense que franchement, c'est un modèle. Oui. C'est un modèle. Donc, dans mon travail, non. En tant qu'élue, non plus, puisque donc, j'ai la chance de pouvoir dire qu'au conseil, on a une parité parfaite. Tu es dans une liste paritaire. Exactement, avec en plus, notre mère et premier et deuxième adjoint, et même troisième adjoint sont des femmes. Donc, au contraire, je pense qu'on a été de suite bien considérés, on est vraiment très bien considérés en mairie. Donc, effectivement, j'ai pas dû mener ce combat, je l'ai pas senti sur mes épaules. Je le mène pour les autres femmes, en tout cas. Ça, c'est très important. C'est plutôt rassurant pour toi, mais est-ce que on peut admettre, toi et moi, que le combat est quand même pas tout à fait gagné pour toutes les femmes dans la société, hein. C'est ça, j'en suis malheureusement bien consciente. Et c'est pour ça que je disais, en termes d'image, je suis contente, par contre, d'incarner peut-être c'est la place d'une femme dans tous les domaines, même si ça demande des efforts. En tout cas, voilà, je suis très, très, très fière de ça. Ah bah oui. Ouais. Ça, j'imagine. Parce que, est-ce que quand on s'engage comme ça en politique, tu dis, je suis pas née en me disant un jour je vais faire de la politique, mais un jour tu as bien pris cette décision. Donc, alors je sais pas comment ça s'est passé. On est venu te chercher? Alors en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Comme j'avais pas pu finalement mener à bien d'avoir une profession liée à la police, à la sécurité. Donc j'avais une amie à l'époque qui était conseiller communal, donc Agnès Ratti, comme ça je me permets de la saluer. Bonjour Agnès. Et de la remercier, puisque c'était aussi grâce à elle aussi que j'ai pu commencer cette aventure. Donc elle est venue me trouver en me disant, tu sais Marjorie, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais on cherche des juristes au sein de notre équipe, et peut-être quelqu'un pour s'occuper de la police municipale. Ah, chouette. Alors là, j'avoue que j'ai été vraiment séduite, parce que je me suis dit, je revenais un peu à mes anciennes amours. Donc, du coup, j'ai rencontré M. Marsan. On a discuté un peu de ce qu'il souhaitait. Qui était déjà maire à l'époque. Qui était déjà maire à l'époque, puisqu'il était donc déjà maire un mandat avant moi.
Et donc le courant est très bien passé et me voilà partie dans cette aventure que honnêtement je regretterai jamais parce que j'adore. T'as jamais eu l'idée d'aller au Conseil national notamment? Alors oui, forcément. Enfin, on m'a des fois. T'as fait des appels du pied, quoi. Voilà, on m'a fait des appels du pied, en toute honnêteté, mais. Je le dis, je pense que je suis pas faite en fait pour le Conseil national parce que tu es juriste quand même. Ouais, mais moi j'aime vraiment. T'aimes les gens. J'aime les gens, j'aime le concret, j'aime qu'on vienne me trouver en me disant, écoutez, est-ce que vous pourriez faire ça et qu'on puisse réaliser le lendemain justement quelque chose qu'on nous a demandé. Je trouve ça vraiment génial. Bah ouais. Là, dans le top 3 des choses, parce que j'imagine qu'en 5 mandats, on a quand même des dossiers qu'on a portés et qu'on a réussi. Hein. Ouais. Donc, dans le top 3 ou ceux qui te viennent à l'esprit, dont tu imagines que c'est les choses qui t'ont tenu le plus à cœur, tu citerais quoi? Alors, je vais revenir à mes débuts. Donc, quand j'étais à la police municipale, à l'époque, les agents de la police municipale n'étaient pas en tenue. Donc, du coup, non. Mais comment on les reconnaissait dans la rue alors? En fait, ils avaient vraiment une mission très administrative. Ouais. Donc, ils n'étaient pas en tenue. Ça devait pas être Jojo quand même. Donc, je les ai mis en tenue. Alors, aidés bien sûr du chef de la police de l'époque, M. Christophe Samarati. Donc, on a monté ce projet, plus qu'un projet, donc de les mettre tous en tenue, de logoter leur voiture, d'inscrire sur la voiture aussi police municipale, de les équiper, tout ça. De les faire devenir une vraie police, quoi. Exactement. Ah, voilà. Une vraie police, justement de proximité aussi. C'était l'idée à l'époque. C'est encore l'idée aujourd'hui, donc toutes ces années après. C'est important que cette police municipale ait aussi un contact direct avec la population, aussi pour nous faire remonter justement les informations. Donc c'était très important. Et donc on a fait ça. Donc je pense que ça devait être en 2008. Et j'avoue être rentrée chez moi en ayant eu l'impression d'avoir accompli quelque chose de vraiment important. Et ça, c'était... C'est un pas vers... la constitution de quelque chose de tangible, hein, on dit toujours. Hein, pour, Oui, un vrai changement. un vrai changement aussi, je pense vers une vraie évolution. Bien sûr. Alors là, on parlait de développement durable et d'environnement. Je crois qu'il y a un dossier qui te tient beaucoup à cœur aussi, c'est la journée de collecte des déchets. Alors oui, c'est la World Cleanup Day, oui, c'est ça, le World Cleanup Day. Alors aussi, moi, une des choses que je retiendrai vraiment de toutes ces années en mairie, c'est d'avoir créé une délégation environnement. Alors pas que moi, hein, bien sûr, c'est toute mon équipe et derrière le maire. Donc on a créé cette délégation environnement. Et dans cette délégation, on a vraiment cette volonté de montrer le bon exemple. Et donc cette journée, la World Cleanup Day, qui est une journée internationale, elle est vraiment importante pour nous. Et notamment parce qu'on a la chance aussi d'avoir chaque année notre souverain qui nous accompagne. Et je pense que c'est une image incroyable qui fait le tour du monde, de se dire que nous aussi, à Monaco... Mais on trouve beaucoup de choses à ramasser quand on fait le World Cleanup Day. Alors, on trouve beaucoup de mégots, malheureusement. Mais forcément, tu le sais comme moi, on est dans une ville incroyablement propre. La SMA fait un travail merveilleux. Donc, c'est plus un symbole... forcément plus un symbole, plus aussi permettre à des gens qui ont envie de s'engager, de venir avec nous pour montrer le bon exemple. Et effectivement, on ramasse des mégots, mais je pense que ça n'a rien à voir probablement à ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, c'est un symbole et c'est le fait d'être tous ensemble et pour montrer le bon exemple. Et c'est une action symbolique. Parce que là, sans cesse, depuis le début, tu me parles toujours d'équipe, tu me parles toujours d'ensemble, tu me parles toujours de... Donc, en fait, j'en déduis que tu n'es pas une solitaire. Alors, je ne suis pas une solitaire du tout. Ou alors, il faut que ce soit une solitude voulue de temps en temps pour faire un break. Parce que c'est vrai qu'on a aussi besoin des fois de... Parfois, on a besoin. D'être un peu... tranquille. De se recentrer sur soi-même, d'être un peu tranquille. Mais sinon, non, effectivement, j'adore le monde, j'adore échanger. Mais là, j'adore cette conversation avec toi, c'est un super moment. Mais oui, mais parce que tu dis, je voulais faire de la sécurité de la police. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire de son caractère ? Est-ce que c'était pour protéger ? C'était quoi qui t'inspirait dans la police ? Peut-être qu'on revient au sujet de tout à l'heure et que je me rends compte aussi en te parlant de certaines choses. Peut-être que c'était finalement d'être à la tête d'un métier, qui était réservé aux hommes peut-être finalement et d'exister en tant que femme dans un milieu. Vouloir diriger une prison, c'est bizarre. Si tu alignes 10 jeunes femmes
je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus que 2 ou 3 qui te parlent de diriger une prison quand même. Tu devais pas, au milieu de tes copines, tu devais pas être comme les autres, quoi. Bon, alors, dans le DESS que j'ai fait, forcément, toutes les filles avec lesquelles j'étais, elles avaient des souhaits. Donc, il y en a d'ailleurs qui sont inspecteurs de police à Monaco. Ouais. Donc, on avait tous en tête quand même ce genre de profession. Et je sais pas, j'ai toujours été attirée aussi par la prison, notamment quand j'étais étudiante. Il y avait une association qui allait dans les prisons pour donner des cours, aider les... Ah oui. Ça s'appelait l'association Génépi de mémoire. Et voilà, ça m'a toujours intéressée, ce milieu. Le milieu carcéral. Voilà. C'est ça. Oui. Le fait de donner un lendemain aux détenus ou de les aider à traverser cette période aussi. De voir la prison comme voilà, un moyen d'en ressortir avec plus de... un cartable plus plein pour pouvoir passer à autre chose. Bah, dis-moi, ça fait tout un programme. Et quand tu expliques à tes parents, bon, tu me dis, moi j'ai fait comme la famille, etc. Mais j'imagine qu'avant de te lancer en politique, tu leur en as parlé quand même. Tu dis, maman, c'est le boss. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as dit, tu sais, je vais peut-être me présenter aux élections? Alors, ma mère, elle s'intéresse pas tant que ça, franchement. Elle aime beaucoup son pays, mais elle s'intéresse pas tant que ça à la politique de son pays. Par contre, mon papa, il était conseiller communal, en fait, dans les années 70. Et... Donc, toi, tu fais quand même de l'héritage, hein? Ouais, je fais de l'héritage. Oui. Tu fais quand même de l'héritage, hein, dans le choix des études, voilà, tu fais quand même de l'héritage. Parce qu'ils n'étaient pas agents immobiliers quand même, tes parents aussi? Non, pas du tout. Ah, voilà, bon, quand même ça. Alors, bon, ma maman donc, a fait des études de droit, mon papa, donc j'avais un grand-père juge puis notaire, donc on a une étude de notaire dans notre famille, donc mon papa travaille avec mon grand-père, aujourd'hui, donc c'est ma sœur qui est notaire. Et donc, honnêtement, quand j'ai décidé de rentrer au conseil communal, enfin de me présenter aux élections avant, je pensais que ça allait faire une surprise à mon papa. Donc, parce que je me suis dit, il va être content, puisque il va se dire, ma fille, elle veut faire comme moi et tout. Mais en fait, il a été très surpris. Il m'a dit, mais ma fille, tu t'ennuies dans ta vie, tu as besoin encore de te rajouter quelque chose sur les épaules. Donc, je pense qu'il n'a pas, au début, compris vraiment ma motivation. Ah. Et par contre, après, pareil, mes parents sont bien conscients. Peut-être que lui, il avait quand même déjà en tête la charge que ça représentait. Quand il te dit ça. Voilà, je pense. Tout à fait. Je comprends ce qu'il te dit, parce que si tu me dis il a été conseiller communal, il sait ce que c'est, il savait ce que c'était, quoi. Tout à fait. Donc, voilà, il savait qu'il y a des moments qui sont roses, et aussi il y a des... quand on parle de combat, il y a aussi des combats à mener. Ah ouais. Il y a des certitudes à avoir. Enfin, donc, effectivement, je pense qu'il Qu'est-ce que ça fait de se présenter au suffrage? Parce que ça doit facile. Ça doit faire quelque chose. Hein. C'est pas du tout facile. Et mes premières élections, je les ai vécues effectivement. Donc, on ne sait pas ce qui nous attend. Bah non. C'est tout nouveau. Et donc, quand on assiste au dépouillement, vous voyez votre nom des fois barré sur les listes. Honnêtement, ça fait quelque chose, non? Parce qu'on ne peut pas comprendre, en fait. Ouais. Parce que moi, j'arrivais, j'avais 30 ans. J'avais pas fait spécialement grand-chose en principauté. Enfin, j'étais un peu inconnue. Il y a ça aussi. Il y a une partie des gens qui ont dû rayer ton nom parce qu'ils ne savaient pas qui tu étais, quoi. Aussi. Ou peut-être ils le savaient, ils l'ont fait consciemment. Enfin, ça leur appartient. Je respecte tout à fait le choix de chacun. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un petit pincement au cœur. Donc ça, je l'ai appris aux premières élections. Et puis après, on s'habitue. On s'habitue à tout ça. Mais c'est quand même, à chaque fois, c'est une remise en question. Ouais, il y a un peu d'anxiété de ne pas être élu. Il y a toujours de l'anxiété, même par rapport au score, enfin, toutes ces choses que d'un coup, on est face à un tribunal, si je peux appeler ça comme ça, donc le tribunal populaire. Et pour moi, c'est une vraie anxiété, quoi. Ouais, là, justement, tout à l'heure, tu parlais de ta vie privée en disant j'ai divorcé, etc. Est-ce que tu as senti que les choix que tu faisais en dehors de la mairie, en tant que femme, maman, épouse, etc. Est-ce que tu as senti que ces choix-là pouvaient influencer le regard des électeurs sur toi ou pas? Probablement, et quelque part, je l'espère aussi, qu'on m'a soutenue. Bien sûr. Du fait que j'avais aussi que j'étais une femme, que j'avais mes enfants élevés, que je travaillais aussi. Donc je pense que ça a fait probablement partie. Oui, c'était ça que j'avais en tête. Voilà, je me dis, quand on assume autant de choses... J'espère que oui, j'espère que les gens ont vu ça comme... ils ont voulu soutenir aussi peut-être cette démarche. Cette démarche, j'espère, je pense forcément. Et au sein d'une équipe, comment on prépare des élections? Est-ce que c'est...
Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui plus ou moins dirige la campagne? On va faire des meetings, on va parler, on va faire des réunions, on va parler. Mais est-ce que c'est le moment où on pose les idées sur la table ou... Alors, c'est un moment vraiment très, très important. Déjà, pour ressouder une équipe, en fait. Ah oui. Puisqu'on est dans un rythme. C'est vrai. Nous, c'est tous les 4 ans. Nos élections sont tous les 4 ans. Donc, on prend un rythme de travail, tout ça. Mais justement, quand on prépare les élections, on se revoit juste entre nous tous, et on travaille sur les grands thèmes donc de notre campagne électorale. Donc on amène chacun nos idées, on échange, et donc on arrive à monter ce fameux programme qui est un peu comme si vous écrivez, je ne sais pas, un genre de vos mémoires justement. Donc c'est un projet commun porté par chacun de nous, chacun y a mis quelque chose dedans, et ça c'est très important. Donc c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, et voilà, ça nous permet d'arriver vraiment en équipe très soudée et vraiment unie le jour des élections. Et forcément derrière une tête de liste. Bah oui, quand on dit c'est mon 7e mandat... 5e. 7e. Quand on dit c'est mon 5e mandat, ça montre aussi une certaine fidélité, pas seulement à la mission, à l'équipe aussi, ou en tout cas à la tête de liste et aux gens qui ont fait le parcours avec toi. Oui, je suis d'accord, c'est exactement ça. Aujourd'hui... Si j'ai fait 5 ans, 5 mandats en mairie, c'est parce que aussi cette équipe, elle me ressemble. C'est ça. Les idées que l'on partage tous, ce sont mes idées. Donc j'adhère vraiment à ce groupe, en fait. À ce groupe et à notre tête de liste. Tu es plutôt du style à rester engagé le long de la route, alors plutôt que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de digressions, qui changent d'avis. Toi, c'est pas ton... Moi, je suis une grande fidèle. Une grande fidèle. Et puis après, alors la mairie, c'est une institution très particulière. C'est une institution très ancienne. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Et honnêtement, donc au-delà de notre groupe du conseil communal, où on s'entend très très bien, il y a aussi le personnel de la mairie. Et il y a vraiment encore cet esprit famille. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même 800 employés. Donc c'est 800 c'est une énorme machine. Ah oui, c'est une grande machine. Ouais. Donc ça a beaucoup évolué dans ces dernières années. Mais par contre, il y a encore vraiment cet esprit famille. Donc moi, quand j'arrive dans la mairie, j'arrive dans un endroit où je sens beaucoup de bienveillance. Enfin, c'est ça. Il y a un climat. Je pense que le personnel, ils ressentent la même chose. Mais on sent vraiment cette chaleur. Il y a des gens qui font leur carrière intégrale à la mairie? Oui, il y a des gens qui sont restés... du début à la fin. Il m'écoutera peut-être pas, mais... à Olivier Rocher, je pense que tout le monde l'a connu, qui était à l'accueil de la mairie. Il est resté, je ne sais pas, 40 ans, je pense, au même poste, au même endroit. Il faisait ça tellement bien, c'était une figure emblématique. J'allais te dire, quand on arrivait à la mairie, on cherchait presque ses yeux. On se disait... On le cherche encore, presque. C'est vrai. Ça n'a pas été un peu... voilà, quand on fait comme ça, qu'il y a des gens qui partent au bout de tant d'années, pas seulement à l'accueil d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène de changement? Parce que tu parlais de grandes familles. On n'aime pas changer les gens dans les familles. Non, on n'aime pas changer les gens. Après, l'avantage en principauté, c'est qu'on revoit, on revoit nos amis donc, dans leur vie quotidienne. On parlait d'Olivier Rocher, on déjeune ensemble de temps en temps. Et c'est le cas souvent pour des personnes qu'on a côtoyées en mairie pendant des années. Donc on se revoit quand même facilement. On a cette chance-là d'être tous quand même assez proches à Monaco, donc ça c'est assez facile. Oui, mais c'est sûr qu'en 17 ans de mairie, il y a eu beaucoup de changements. En ce moment-là, il y a beaucoup justement de personnes aussi qui arrivent à l'âge de la retraite. Et il y a des vagues comme ça, c'est marrant. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand même. Enfin, on est content pour eux aussi, parce que c'est le moment. C'est le moment aussi pour eux de profiter de leur vie. Ça fait un petit pincement au cœur. Mais ça donne aussi la place à de nouvelles personnes, ça permet à d'autres personnes de connaître d'autres personnes. Donc, il y a du bien pour chacun aussi. Avec Est-ce que là, pour l'année 2024, il y a des défis ou des dossiers importants que tu as posés sur ta table? Alors là, on a un dossier très important pour moi et qui concerne ma délégation, c'est qu'on souhaiterait un petit peu rénover notre marché de la Condamine. Donc ça, c'est le projet qui me tient vraiment à cœur. C'est le projet qui tient à cœur de tout Monaco, oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi, justement... Mais c'est pas un peu... Pardon, si je t'interromps, mais c'est pas un peu... Parce que le marché de la Condamine, on a l'impression qu'il nous appartient un peu à tous.
Tu vois, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut, hein, que chacun justement se sente vraiment chez lui dans ce marché, et que tous les gens de Monaco, justement, les familles aussi se sentent mais du coup, chez eux. chacun doit avoir son idée. C'est ça. mais justement, c'est de ces échanges et des idées de chacun je pense qu'on en trouvera un projet idéal pour tous. Parce que là, déjà, la première étape de la réflexion du marché, hein, puisque le marché aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 30 ans, par exemple, ça avait donné un gros élan au marché qui est redevenu un endroit où on passe du temps, où on se retrouve. On va rester dans cet esprit quand même. Alors, il est question de vraiment rester dans cet esprit. D'accord. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, donc je pense que c'était en 2012, nous avions fait les derniers travaux au marché. Donc, on n'avait pas pensé au marché tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que tous les équipements et tout, ils sont pas vraiment Ils sont pas aux adaptés normes, à ce qu'on ait des restaurants, à ce qu'on ait donc, tout ce service sur place. Ouais. Donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est d'adapter le marché justement à... L'infrastructure, tu veux dire? Exactement. Voilà. Et après, bon, il est un petit peu vieillissant aussi, donc de faire quelque chose de plus au goût du jour, encore plus convivial. Mais par contre, on veut vraiment rester sur l'esprit de l'ambiance et aussi, bien sûr, l'esprit de la halle, un peu tel qu'on la connaît dans son style. Mais là, tu es en train de nous dire que vous allez le fermer alors? Parce que si on fait des travaux, il faut fermer. Alors, aujourd'hui, le projet n'a pas été encore du tout voté. Hein. On fait des esquisses et justement, on prend en compte un peu les désirs de chacun. Mais je pense qu'après, effectivement, il faudra faire ce qu'il faut faire pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais bien sûr, dans le respect de chacun et le respect, bien sûr, des commerçants, le respect des clients, le respect... Donc, oui, là, moi, quand j'ai dit fermer, je pensais juste à... Voilà, où est-ce que je vais aller voilà, moi, c'était plus en tant que consommateur. Mais j'imagine qu'effectivement, ça pose d'autres enjeux, parce qu'il y a des commerçants, il y a des gens dont c'est la vie d'exploiter cet emplacement. Bah, en tout cas, tout ce qu'on fait, souvent, on informe vraiment les commerçants. Et c'est pareil, il y a un esprit de famille aussi au marché avec les commerçants. Donc, on les rencontre régulièrement pour les tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Donc là, bien sûr, ils seront complètement informés. Vous avez touché à la topographie de la place ou c'est juste la halle? Alors, la place, elle ne dépend pas de la mairie, elle dépend du gouvernement. Donc, il y a un projet de réfection de la place. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on se dit... Donc, à faire, on peut prendre le train. Il faut rénover l'ensemble pour que ce soit vraiment intéressant. Donc, parce que c'est un endroit, le marché, la place, etc. C'est un endroit qui sert à d'autres choses. Hein. Moi, je pense notamment à la fan zone du Grand Prix. Il y a beaucoup de manifestations à cet endroit-là. Donc, j'imagine que ça doit poser d'autres enjeux, quoi. Il n'y a pas que la halle. Non, il n'y a pas que la halle. Et surtout qu'on a aussi, nous, souhaité vraiment faire un lieu d'animation populaire. Et alors ça, c'est la bonne partie, hein, parce qu'on organise maintenant plein d'événements, plein de fêtes, balles. Il y a des balles. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, vous avez remis les balles. On n'en a pas parlé, mais vous avez remis les balles au goût du jour. Il y a vraiment des balles, alors tout l'été, sur des thèmes différents. Alors, exactement. Alors, on essaye de faire des thèmes. Alors, généralement, comme en principauté, on a 140 nationalités représentées. Donc, on essaye un petit peu que chacun y trouve aussi un peu son compte. Puis, c'est l'occasion de faire certaines soirées à thème. Donc, il y a les soirées italiennes, les soirées corses, etc., la Saint-Patrick, tout ça. Et après, il y a aussi les grandes soirées. Ouais. Donc, où on fait venir un orchestre, où on permet à tout le monde de danser, on met les tables sur la place. Donc, ça, c'est les balles tels qu'on c'est vraiment à l'ancienne, dans les villages, ça. à l'ancienne. Ouais. C'est le bal du village. Hein. Oui, exactement. Donc, c'est sympa parce qu'on voit... Enfin, tout le monde vient, les enfants dansent, il y a un vrai partage entre les générations. Ça, j'avoue que c'est la soirée que je préfère. Mais parce qu'il y a d'autres marchés à Monaco, mais il n'y a pas cet endroit, le même endroit que ça. Hein. Non. Alors, on a l'autre marché à Monaco, c'est le marché de Monte-Carlo. Alors, effectivement, celui-là, c'est vraiment compliqué. On a déployé une énergie énorme pour essayer de le remettre au goût du jour, de refaire venir les gens. Mais c'est assez difficile de par sa localisation, je pense. Il est dans une rue en montée. C'est pas une rue passante. Il faut vraiment
Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on C'est peut-être plus réfléchit. facile de s'y garer, parce que l'un des inconvénients du marché de la Condamine, c'est que le parking qui est en dessous, il est tout petit. Hein. C'est sûr. Mais enfin Nous, bon, on ne peut pas pousser les murs. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça, mais il y a bien sûr des projets à la Condamine d'un grand parking. Un grand parking, ouais. Voilà, peut-être avec donc le projet du centre commercial de Fontvieille. Donc ça, c'est sûr, c'est vraiment important. Le parking, là, on est tout, saturé. Il est saturé. Il est saturé midis, tout le temps, ouais. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Les commerçants s'en plaignent ou pas? Les commerçants, bien sûr, s'en plaignent, et pas que les commerçants, et surtout les clients, voilà, vraiment. C'est compliqué. Vous venez à midi pour vous garer, c'est impossible. Et donc, toi, quand tu me dis je suis à l'écoute, etc., et j'ai en charge les marchés, tu as aussi ce genre de préoccupation, ou en tout cas ce genre de dossier sur la table, le stationnement, les rôles. Ah, bien sûr, il faut vraiment que les infrastructures autour correspondent c'est ça. donc à nos attentes. Alors, ça, on travaille toujours avec le gouvernement, justement, pour leur indiquer, mais ils le savent comme nous, hein, que c'est très important d'avoir... il faut des places de stationnement, il faut... alors, bien sûr, on développe les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, en tant que délégué à l'environnement, je vous conseillerais plutôt de ne pas prendre votre voiture. Donc, voilà, on peut prendre le bus, on peut prendre le vélo, on peut aller à pied. Donc, il y a d'autres sortes de déplacements. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, dans une ville comme Monaco, il y a des choses qui sont encore possibles? Parce que là, tu disais avoir un plus grand parking au marché. Voilà. Est-ce que tu penses qu'à Monaco, il y a des choses qui sont encore possibles? Parce qu'on parlait du marché de la Condamine, où vous avez déployé des trésors et c'est difficile. Il n'y a pas 36 solutions, quoi. Principalement pour ce sujet du marché de la Condamine et du parking, la solution, ce serait de creuser. Voilà, on est d'accord. Donc, on va dire que c'est possible. Après, il faut qu'il y ait une véritable volonté. Et bien sûr, il faut le budget qui corresponde. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est sûr que c'est pas le budget de la mairie, donc c'est vraiment le budget de l'État. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de priorité dans l'établissement de leur budget. Alors, juste avant qu'on termine sur le marché de la Condamine, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui marche? C'est-à-dire que si je te demande à toi, l'élu qui s'en occupe, est-ce que les résultats sont bons? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le marché, c'est un vif succès, on va pas se le cacher. Quand on le regarde, on se dit oui. Ce qui marche vraiment bien, c'est la restauration. C'est les gens qui viennent donc partager, consommer souvent sur place. Après, je pense que tout ce qui est vente au détail, c'est un peu plus compliqué. Donc, d'où le développement. On a souvent permis à ceux qui avaient vraiment un objet limité à la vente au détail de faire aussi de la dégustation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, le marché a évolué dans ce sens. C'était vraiment à la demande des commerçants pour les fidéliser, pour qu'ils puissent trouver Donc, ça veut dire, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas seulement une licence pour vendre, c'est aussi une licence pour faire pour fabriquer des choses qui sont consommables sur place. Sans parler de cuisine. Il y a de la cuisine, il y a du snack, il y a de dégustation, il y a plusieurs activités qui se mêlent. Mais je pense que effectivement, ce qui marche le mieux, c'est vraiment quand vous pouvez acheter quelque chose à déguster, vous asseoir sur une table, manger un petit morceau. Je pense que ça, forcément, si vous faites que de la vente au détail, ça reste quand même compliqué. Ça veut dire que tu penses que ça veut dire que cette profession-là, elle est morte? Ah non, non, j'espère pas du tout qu'elle est morte. Ce serait triste. Au contraire, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, les grands centres commerciaux aussi... On en revient un peu. Ouais, voilà. Donc, il y a un petit peu ce retour à faire vraiment attention à ce qu'on achète, à ce qu'on mange, aux produits qu'on trouve, à l'origine des produits. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le marché. Ouais. Les maraîchers, par contre, je pense qu'eux, ils fonctionnent bien. Donc, voilà, ceux qui sont à l'extérieur du marché, donc ils sont sur la place. Ce sont des producteurs souvent locaux ou des revendeurs, mais ils ont quand même des produits... qui sont quand même pas ceux que vous trouvez dans un grand centre commercial. Et je pense que de plus en plus, aujourd'hui, les gens font vraiment attention à ce qu'ils achètent et d'où ça vient. Oui. Il y a cette tendance de revenir à quelque chose qui est plus sur des circuits courts, qui est plus exactement, plus vertueux, plus authentique. Oui, ça c'est sûr. Donc il y a un avenir pour nos marchés alors. On est tranquille. Bien sûr, c'est pour ça qu'on continue vraiment à porter nos marchés vraiment vers le haut, à soutenir nos commerçants. Oui. On les surveille. C'est une priorité du Conseil communal actuel?
Le marché, oui. Enfin, Ouais. les marchés, oui. Et le marché de la Condamine, comme tu le disais tout à l'heure, on y est tous tellement attachés. On a tous l'impression qu'on a un truc avec le marché. Ouais. Chacun a un avis à donner, chacun. Donc, oui, t'es un peu dans la peau de Didier Deschamps par moment, toi. Hein. C'est ça. Un peu ça, quand même. Mais donc voilà, par contre, j'y fais vraiment attention aussi. Est-ce que tu y passes du temps? Dans le marché? Ouais. Ah ben forcément, j'y passe du temps. Déjà parce que comme toi, moi aussi, j'adore aller manger au marché, j'adore aller dîner avec mes enfants, ma famille, même alors mon fils aussi avec ses copains, il y va tout le temps. Ouais. Donc je travaille pas loin puisque mon agence est tout près du marché. Ouais. Donc on va très très souvent au marché. Des fois mon regret c'est de pas trouver de place pour m'asseoir à midi parce que le marché est victime de son succès. Mais donc j'y vais très souvent. Et puis tu sais aussi au marché, on organise plein de choses maintenant, notamment le Ripper Café, le Ripper Café. Donc, ce que j'allais dire, hein, vous avez sorti le marché de l'endroit qui n'a qu'une vie à un moment donné. Parce qu'on a souvent dans l'idée le marché qui est là de 6h à midi et après, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, voilà. Non, pas du tout. Donc on a vraiment voulu remettre le marché au centre de la vie quotidienne des Monégasques, des résidents et bien sûr des personnes de passage, puisque c'est un endroit où ils peuvent trouver la... Et le Ripper Café, ça marche alors? Et le Ripper Café, ça marche pas, ça cartonne. Ça cartonne. Alors ça aussi, c'était un peu un challenge. C'est un pari, non, quand même? C'est un pari. Alors, on avait fait un premier test, donc c'était avec la mission pour la transition énergétique lors de la semaine européenne de la réduction des déchets. Ouais. Il y a quelques années, on avait fait un test comme ça pour voir. C'était une idée qu'on avait en mairie, mais on s'était dit tiens, on va tester un peu. Alors pour ceux qui savent pas, le Ripper Café, c'est une journée qui est dédiée à venir avec ses appareils défectueux. Exactement. Voilà, peu importe lesquels d'ailleurs. Alors ceux qui sont transportables. Oui. Et de trouver avec les gens qui sont sur place une façon de les réparer. Exactement. Donc de repartir avec quelque chose qui fonctionne, quoi. Tout à fait. Et donc, on s'était dit, mais est-ce que vraiment à Monaco Alors, c'était surtout la question, parce qu'on travaille avec des réparateurs de Nice, donc Ripper Café Nice, donc c'est notre groupe de bénévoles réparateurs qui viennent pour nos Monégo Ripper Café. Et eux, ils m'avaient dit, mais Marjorie, vous êtes sûre qu'il y a des gens de Monaco qui vont vouloir venir faire réparer leurs petits grippins À Monaco aussi, on fait ça. Et bien, justement, ils ont été vraiment surpris. Et ça cartonne, il y a vraiment beaucoup de gens. Et ça, c'est bien aussi vraiment pour l'environnement. Parce que c'est pas parce que vous pouvez pas vous acheter un grille-pain que... Non, mais c'est une méthode, enfin, c'est durabilité. Hein. C'est de dire, au lieu de changer mon grille-pain, peut-être que c'est juste un ressort qu'il faut changer. Souvent, c'est ça, hein. C'est une bêtise. Donc, généralement, ils arrivent à réparer l'objet qui est amené. C'est souvent une bêtise. Alors, ils passent, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'ils font un peu de sensibilisation aussi. Ils expliquent un peu comment réparer à la maison un petit appareil défectueux, une petite machine à café. Parce que des fois, c'est vraiment rien. C'est quelque chose à rebrancher. Ou... Non, on n'ose pas toujours ouvrir son appareil pour voir ce qui s'y passe à l'intérieur. Ah non, moi, définitivement, je ne fais pas ça. Moi, je le fais maintenant. Parce que je l'ai appris. Il faudrait que je vienne au Ripper Café. Exactement, je t'attends. Il faudrait que je vienne au Ripper Café. Ça, c'est sûr. C'est un samedi, une fois tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois. Et vous avez imaginé, je ne sais pas, je pose la question, hein, à faire comme une espèce de petite bourse de troc, des machines à échanger ou pas? Non, parce que c'est plutôt les gens qui viennent avec la leur et qui repartent avec la leur. Oui, exactement. Et alors, des fois, ils sont aussi attachés à leurs objets. Donc, c'est aussi marrant parce qu'il y a des objets très anciens qui viennent et les gens, ils sont attachés à leurs objets. Je ne pense pas qu'ils seraient moyennement intéressés pour les échanger. Pour les échanger. Bah oui, non, c'est sûr. Hein. Est-ce que alors, on a parlé des bals, on a parlé des soirées à thème. On a parlé du Ripper Café. Est-ce que remettre le marché au centre de la vie de la cité, ça a plus d'aspects que ça encore? Parce que tu disais, nous, ce qu'on veut, c'est que le marché vive. Donc, on y met de la restauration, on y met des ateliers, on y met des soirées. Est-ce qu'on aurait encore d'autres idées pour rendre le marché dans la vie? Ou... je pense que c'est pour ça qu'on souhaite le rénover, en fait. C'est pour lui donner des possibilités. Exactement, pour le faire encore évoluer. Mais vraiment, on veut vraiment que ça reste un lieu pour les familles, un lieu où on aime se retrouver, un lieu où on voit les enfants jouer entre eux,
un lieu où on voit les personnes plus âgées c'est partager des moments. intergénérationnel. Voilà, Ouais. parce qu'on partage les tables. On vous asseyez. C'est ça, tu tu vois comment partages ça les fonctionne. tables. Donc c'est sympa, tu arrives, tu t'assois, donc tu rencontres quelqu'un, tu échanges. Et donc c'est vraiment cet esprit-là qu'on veut préserver. C'est quand même pas hasard si Marjorie Crovetto se retrouve aussi sur le marché quand même. Hein. On est de nouveau dans une équipe, de nouveau proche des gens, de nouveau entouré, de nouveau... C'est petite... du coup, tu étais toujours au milieu de tes copines alors? Tu t'étais pas une enfant solitaire? Honnêtement, j'avais une meilleure copine. Une super meilleure copine. Et on a vraiment grandi ensemble dans nos années... d'école, de lycée, donc on se suffisait un peu. T'as grandi ici, toi? Oui, j'ai grandi ici. Je suis un pur produit de la principauté. Grandi ici. Alors, je suis partie à l'étranger très loin faire mes études, à Nice. donc, je suis vraiment le pur produit de Monaco. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir cette amie avec moi qui m'a accompagnée toute mon enfance et que j'ai encore aujourd'hui. Et on était un peu vus comme les inséparables, toutes les deux dans nos classes. On était un peu. Et vous êtes toujours amies? Et on est toujours très amies, très. Donc c'est Marion Mourou, je le dis. Et on était un peu comme on s'appelait les sœurs de sang. On était toujours ensemble. Toujours. Mais ça, c'est des amitiés aussi. Quand on crée des amitiés jeunes, enfants, si elles ont la chance de traverser les épreuves de l'adolescence, les épreuves du mariage, des études, etc., généralement, c'est des amitiés qui vont jusqu'à le plus loin possible. Hein. Je pense que elle est partie de la principauté après ses études pour s'installer à Paris avec sa famille au début. Et elle est revenue comme si on a continué notre amitié, qui ne s'était pas interrompue, hein, cela dit, mais on a repris nos habitudes, nos fous rires d'enfants. Et, le café. On ne boit pas trop de café. Mais c'est plutôt le rendez-vous, le café, en fait. Oui, exact. Non, on se voit très souvent. Là, je la vois d'ailleurs jeudi. Enfin, je pense que ça donne de la force aussi quand on est enfant d'avoir une amie intime comme ça. C'est vraiment important, ça construit. Ça construit beaucoup. Justement, moi, j'allais te poser la question, j'allais te dire, quand tu fais pas tout ça, hein, quand tu es pas en train d'aider tes enfants à faire des devoirs, que tu t'occupes pas des marchés, que tu n'es pas dans l'agence, que tu n'es pas à un dîner avec ton mari, alors c'est quoi les hobbies ou tes centres d'intérêt, ça serait quoi? Alors, il y a quelque chose que j'adore aussi, c'est les animaux. Ah. Donc, j'ai 2 chiens à la maison. Et donc, le week-end, forcément, ils ont aussi leur temps pour eux, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir des animaux, hein, si c'est pour ne pas s'en occuper. Donc, quoi qu'il arrive, le week-end, je consacre mes matinées à leur faire des grandes randonnées. Donc, ça leur fait du bien à eux, ça me fait du bien à moi aussi. Ils sont gros, ces chiens? Alors, j'ai un très gros chien qui est un canet corso qui doit faire 65 kilos. Il y a un petit chien que j'ai adopté de La Réunion, en fait, une petite chienne des rues que j'adore. Et elle est beaucoup plus petite, elle fait 10 kilos, je pense. Ils s'entendent bien? Ils s'adorent. Ah. Ouais, ils s'entendent très bien. Et donc, tous les week-ends, quoi qu'il arrive, les matinées, c'est pour eux. Et aussi donc j'ai une amie qui m'accompagne. Et donc, on refait le monde, toutes les deux, avec les chiens. Des fois, il y a d'autres amis qui se joignent à nous. Souvent, après, on déjeune ensemble. Donc, je passe aussi beaucoup de temps. J'ai beaucoup d'amis. J'adore mes amis. Hein, ça fait vraiment partie aussi de mon équilibre. C'est ma vie sociale personnelle. Et donc, forcément, le week-end aussi, je vois beaucoup mes amis. Ma famille aussi, qui est très importante. Donc, mes parents, que j'adore. Et voilà, je me partage un peu le week-end. Là, c'est le moment pour moi de te demander, est-ce que tu as transmis le flambeau aux enfants? C'est-à-dire, est-ce que tes enfants pensent à faire du droit, à se lancer, à devenir, pourquoi pas, notaire? Ouais. Alors, Ou c'est pas décidé encore? Alors, oui, il y en a un à qui j'ai transmis et une moins. Donc, ma fille, elle est aujourd'hui à Paris, elle est en Master 2 d'architecture. Ah, donc, on a changé de plus domaine. une artiste, donc je pense qu'elle a plus pris de son père que de sa mère. Mais par contre, en tout cas, c'est aussi une jeune femme avec un très fort caractère, ambitieuse, intelligente. Une femme d'aujourd'hui, quoi. Je suis fan de ma fille. Mais donc, oui, mais il faut... passionnante, passionnée. Et après, j'ai mon fils qui a 18 ans. Et lui, par contre, il est en BTS immobilier à Nice. Ah, bah voilà. Donc, lui, il va reprendre le chemin de ses 2 parents, puisqu'il a 2 parents et oui, parce que là, quand on a une affaire personnelle comme ça, parce que l'agence est à vous.
Oui. Elle est à Oui, son oui. papa et à toi. Tout à fait. Est-ce qu'on pense à la succession? Tout à fait. Enfin, on pense surtout à s'arrêter un jour Non, mais c'est ça. et espérer que Bien sûr. un de ses enfants reprendra la Mais suite. on fait pas tout ça pour le laisser à quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Non, mais tant qu'à faire, si on le laisse à un de ses enfants, ça Oui. donne notre dimension à l'affaire. Donc aujourd'hui, on peut dire que notre agence, elle est vraiment une agence familiale. Et on voit d'un très bon œil que notre fils nous rejoigne d'abord dans cette aventure et après, qu'il reprenne le flambeau. Donc, Alors justement, c'est la question que je me posais. Travailler en famille, est-ce que c'est difficile ou pas? Parce que quand on travaille avec son mari et son ex-mari, après, qui plus est, et puis surtout quand on voit arriver son fils, enfin, comment on travaille en famille? C'est faisable? Alors, j'ai travaillé aussi dans le notariat avec ma sœur. Donc c'était aussi une expérience... c'est un métier très particulier. Oui, le notaire, c'est un métier particulier. C'est très particulier. Donc, je trouve que ce qu'elle fait, elle le fait admirablement bien et vraiment bravo à elle. Ça a été compliqué parce que du coup, il y avait forcément une hiérarchie entre nous. Ma sœur, elle était le notaire et moi, j'étais son clerc. Donc, j'ai trouvé que c'est pas peut-être quelque chose d'idéal à faire en famille quand on est... Ouais, quand il y a une hiérarchie, c'est compliqué. Surtout entre sœurs, ça en rajoute. C'est toi l'aînée ou c'est elle? C'est ma sœur l'aînée. D'accord. Et par contre, là, l'avantage donc d'être associée avec son ex-mari, c'est que ça fait alors, il y a un avantage. Rigoler. Là, je crois que c'est la plus grande réussite de ma vie, c'est de réussir à travailler avec mon ex-mari. Bien sûr. Mais alors, honnêtement... Ton ex-mari est le père de ton fils. Et le père de mes deux enfants. De tes deux enfants, pardon. Justement, je pense que le fait que ce soit... Alors déjà, j'ai confiance en lui, une grande confiance en lui. On a partagé des années de vie merveilleuses, des années de vie... on a quand même 2 enfants ensemble, des souvenirs merveilleux. Et du coup, j'ai une grande confiance en lui. Je peux lui parler, alors c'est comme quelqu'un de ma famille, mais aussi je peux lui dire les choses carrément franchement. Donc je pense qu'on fait un très bon duo. Et voilà. Il n'y a pas de hiérarchie entre vous? Il n'y a pas de hiérarchie. Vous êtes associés? Et en plus, lui s'occupe plus de la partie commerciale et moi plus de la partie gestion. Ouais. Donc chacun a son domaine. Donc les grands dossiers, on les évoque ensemble. Chacun aide un peu l'autre dans son domaine. Mais on n'empiète pas trop sur les plates-bandes de l'autre. Et voilà, il y a ce profond respect qu'on a l'un envers l'autre. Et voilà, je pense que c'est aussi une chance pour nos enfants d'ailleurs oui, bien sûr. de vivre une situation pareille. Il y a tellement de séparations qui se passent beaucoup moins bien, bien sûr. Tu sais ce qu'on dit? On dit tu peux rater ton mariage, mais pas ton divorce. Oui, je suis assez d'accord avec l'expression. Alors là, aujourd'hui, tu es remariée. Oui. Qu'est-ce que ça fait de recommencer comme ça une histoire de vie alors qu'on est toujours... Ça fait vraiment du bien, je te dirais. Alors, je pense qu'un deuxième mariage... Parce que là, aujourd'hui, on parle des choses de femmes, hein, s'il vous plaît. Il y a des choses importantes dans la vie. Il faut absolument... il faut qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas souvent quand même. Hein. Non, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Peut-être que c'est tabou aussi, je sais pas, d'évoquer un divorce, un remariage, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, dans mon cas, ça m'a vraiment fait du bien. Ça me fait du bien au quotidien d'être accompagnée par mon mari. Donc forcément, c'est un homme aussi pour lequel j'ai beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de respect, que j'estime énormément. Je le sais de bons conseils, je le sais être avec moi pour m'épauler. Bien sûr. Donc on partage nos fous rires et on divise nos peines. Et dans ma vie, c'est un bonheur et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apaisée aussi. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de ton investissement politique? Alors, en plus, il me soutient à 2000%. D'accord. Si des fois, je me relâche un peu, il me dit « Mais non, vas-y, c'est toute ta vie, tu adores. » C'est important, ça. Donc, c'est très important. Voilà, c'est vraiment... Je doute même pas une demi-seconde parce qu'il est derrière à toujours me conforter dans la voie que j'ai choisie. Et voilà, quand je te disais être apaisé, se sentir soutenu, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une priorité. Ce que je ressens avec mon mari, tout à fait. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite? Écoute, tout. soyons difficiles. Non, mais en creux, je me dis, est-ce qu'un jour, tu t'imaginerais mère, toi? Alors, il y a moi, et puis il y a aussi les Monégasques, il y a aussi bien mon sûr, équipe. Mais est-ce que ça pourrait être un défi que tu souhaiterais relever? C'est ça la question, en fait, parce que quand on a fait 17 ans de mairie, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit, je ferais bien aussi un mandat
que je pourrais briguer. Évidemment, je comprends ce que tu me réponds, c'est que c'est pas ta décision, mais est-ce que tu pourrais briguer ça? Alors, en tout cas, ça fait partie des choses auxquelles je pense dans l'avenir, en tout cas, voilà. Et avec toute l'humilité, en tout cas, que je peux avoir par rapport à cette fonction et ce qu'elle représente. Et beaucoup de respect pour l'institution, pour les Monégasques aussi. Et en remerciant ceux qui m'ont offert la chance aussi de vivre cette merveilleuse aventure, d'être élue communale en Principauté de Monaco. Eh ben, écoute, on sera là pour voir en attendant. J'espère, on espère tous. Et merci Marjorie d'avoir trouvé un petit moment pour être avec nous. Avec grand plaisir, j'ai passé un excellent moment avec toi. Merci beaucoup Geneviève. Merci pour ton accueil.